Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, jour de gloire, incroyable. Gaël Monfils a fait l'exploit. C'est fou ce qui s'est passé. On va évidemment en parler dans cette vidéo. On va parler aussi d'Holger Rune, de Corentin Moutet qui a fait un très bon match mais malheureusement diminué. Bref, il y a pas mal de choses à dire. On va débriefer un petit peu les matchs de la nuit. On va parler de ce qui se passe la nuit prochaine. Franchement, je suis excité. J'ai peu dormi, j'ai les yeux qui piquent. Je vais aller faire une sieste après cette vidéo, mais bouge pas, on commence tout de suite et j'irai dormir après. Là, au moment où on se parle, je viens de finir le match d'Holger Rune. On arrivera après sur ce jeune garçon. Il y a beaucoup de choses à dire, mais franchement, il fallait s'accrocher parce que c'est pas toujours facile à regarder. Mais il y a des très bonnes choses et ça arrivera dans un second temps. D'abord, on va parler de Gaël Monfils. Gaël Monfils, 38 ans, deuxième homme de 38 ans ou plus à se qualifier pour une deuxième semaine à l'Open d'Australie après Roger Federer. Ça place le bonhomme très clairement. Peut-être la plus belle victoire de sa carrière en Grand Chelem, en tout cas en termes de classement. C'est sa plus belle victoire en carrière puisque oui, il n'avait jamais remporté un match contre un joueur classé 4e mondial ou mieux. Donc à partir de là, c'est déjà un exploit, c'est une perf XXL, encore plus à 38 ans. Et quand on regarde le match qu'il nous a fait, c'est sensationnel. Il perd la première manche, il arrive à garder ses jeux de service avant de faire un break monstrueux. Le break pour s'octroyer la deuxième manche à 6-5, Tyler Fritz, il n'a aucune solution. C'est simple, il n'a aucune solution. Gaël est un mur tout simplement. Et ensuite, un chef-d'œuvre, le tie-break du troisième set. Pareil, Gaël Monfils est capable de tout faire. On le sait, Gaël Monfils est capable d'avoir une couverture de terrain complètement folle. Franchement, j'ai 2-3 joueurs. Allez, j'ai deux minors. J'ai Gaël Monfils comme ça que je mets tout en haut. Mais en fait, la qualité de déplacement. Et on va aussi analyser un petit peu ce qu'il a fait de très bien. Mais il n'a pas fait que défendre. Aujourd'hui, Gaël Monfils a pris le jeu à son compte. Je l'ai vu faire énormément de décalage coup droit. Franchement, déjà, on le met où? Le coup droit de Gaël Monfils. Là, la puissance de frappe, l'impact, le poids qu'il y a dans la balle de Gaël Monfils. Je crois qu'il faut s'en rendre compte. Le poids de la balle de Gaël Monfils, c'est top 5. Mais depuis 25 ans, allez 20 ans, depuis 20 ans, le poids du coup droit de Gaël Monfils, c'est un bazooka. Mais vraiment, il faut se rendre compte, c'est monstrueux ce qu'a produit le Français. Vraiment, je ne m'en remets pas. Et un petit clin d'œil, parce que Gaël Monfils, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas au courant, est en couple avec Elina Svitolina. Et regardez, aujourd'hui, ils ont réalisé le même exploit tous les deux. On sait qu'ils sont revenus sur le circuit il y a à peu près 2 ans ensemble. Ils ont eu aussi une fille. Et aujourd'hui, ils battent chacun de leur côté la 4e et le 4e mondial. Pour rejoindre les 16e de finale. Franchement, le clin d'œil est exceptionnel. On a vu Gaël Monfils, après son match, rejoindre sa femme. C'est effectivement sa femme, j'allais dire sa partenaire, sa femme dans la boxe pour la soutenir. Donc voilà, c'est vraiment des moments qui sont hyper cool, hyper sympas. Et je peux vous dire qu'à la maison, franchement, on va se mettre à rêver parce que le tableau, il est ouvert. Il est ouvert, je suis désolé. On peut me dire ce qu'on veut. Le tableau, il est ouvert. Je ne pense pas que Gaël Monfils soit favori contre Ben Shelton si on regarde les cotes et les bookmakers. Mais aujourd'hui, Ben Shelton pour Gaël Monfils, c'est un bon tirage. Ben Shelton est capable de faire énormément de fautes. On sait que Gaël Monfils est capable de créer du jeu, de très bien défendre, de très bien faire les transitions. Et on va regarder après ses stats contre Tyler Fritz. Mais là, quand je regarde le tableau, c'est Ben Shelton. Une tête de série solide, mais quand même, c'est pas le style de jeu qui dérange Gaël Monfils. Alors peut-être que physiquement, il sera cuit, mais on sait qu'il est capable de se dérégler, l'Américain. Et en dessous, on a deux novices à ce niveau-là. On a Sonego et Tienne. Sonego qui profite aussi forcément. Alors oui, Fonseca, fallait le battre, mais de la nouvelle génération, du match d'après, c'est très bien, il le bat. Aujourd'hui, il fait un bon match contre Marozsan qui n'est pas une référence pour se qualifier pour une deuxième semaine de Grand Chelem. Donc il y a la place pour Gaël Monfils pour espérer aller très très loin. Je suis désolé, franchement, en tout cas c'est mon favori, même si physiquement je sais que ça peut tirer. Clairement, aujourd'hui, Gaël Monfils, pour moi, va se sortir de ces 4 joueurs. Et donc, si on regarde les stats un petit peu très rapidement, comme ça, de Gaël Monfils, déjà, on observe que la filière courte, service-retour, moins de 4 échanges, c'est pour Gaël. Voilà.
Voilà, 75 points à 68, alors qu'on pourrait se dire clairement que la filière courte, elle serait plutôt à l'avantage de Tyler Fritz. Ça montre beaucoup de choses et on va le voir plus en détail après dans les stats, quand on va analyser un tout petit peu ce qui s'est passé durant le match. Pareil, dans les échanges mi-longs, on est à moite-moite et dans les échanges longs, assez logiquement, on est à la faveur de Gaël Monfils. Aujourd'hui, Gaël, il a dominé dans tous les secteurs en fait. C'était un mur, mais il était capable aussi de très bien servir avec 24 aces. 24 aces contre 12, c'est le double pour Gaël Monfils. Donc ça, c'est monstrueux. C'est simple, il a une moyenne de deuxième balle. Il sert un peu moins vite en première, allez, à 1 km/h que son adversaire. Mais par contre, il lui en prend 16 km/h de plus en deuxième balle pour Gaël Monfils. Donc franchement, largement au-dessus. Et puis surtout, voilà, Gaël Monfils aujourd'hui n'a pas fait que défendre. Il a utilisé sa défense pour faire les transitions. Regardez-moi ça, 58 coups gagnants pour 34 fautes directes. C'est clinique. Il fait du jeu, il crée du jeu et en plus, il est en totale réussite. 58 coups gagnants. Quand on voit les coups gagnants, je peux vous dire que j'ai vu des coups droits à quasiment 150, 160 km/h et pas qu'une fois. Des missiles longue ligne. C'est impressionnant. Et on ne s'arrête pas là parce qu'aujourd'hui, Tyler Fritz a essayé, mais en tout cas, il a essayé de monter à la volée, mais il s'est aussi fait attirer à la volée par Gaël Monfils. Et c'est 16 points sur 30 gagnés au filet, à peine 50%. Alors Monfils, lui, est monté 2 fois moins, mais c'est 73%. Voilà, il a été meilleur dans tous les secteurs. Alors évidemment que ça peut basculer différemment dans le deuxième set, ça peut être un petit peu accroché. Mais à partir du moment où Gaël s'est mis à mettre la machine en route et qu'il a fait ce jeu de retour exceptionnel pour égaliser un set partout, ben en fait, il n'y avait pas match quoi. Et ça, c'est un truc monstrueux de la part du Français à 38 ans d'enchaîner un 10e match comme ça en 2 semaines de cette qualité-là face à un adversaire de ce calibre. Chapeau. Une dernière chose sur le match de Gaël Monfils, c'est Benoît Mélin qui en parle et je vous lis ce qu'il a marqué. Perso, ça me dérange pendant que Fritz se fait soigner le pied, mon fils tape la discute avec son clan à la fraîche. Ça n'a l'air de rien, mais on fit sur toute l'histoire du tennis en autorisant ça. Alors là, en l'occurrence, je prends l'exemple parce que c'est arrivé avec Gaël Monfils, mais ça arrive sur tous les matchs. En l'occurrence, Carlos Alcaraz se fait même dicter parfois où est-ce qu'il doit servir par Ferrero. Bref, c'est un truc qui me dérange. Le tennis est un sport individuel. Alors, on s'entraîne en équipe, mais sur le terrain, on doit être tout seul. On doit être capable de trouver des solutions tout seul. On doit être capable de respirer, de réfléchir tout seul, d'essayer d'analyser la situation, de se reprendre. Parfois c'est dur, parfois on a une bonne dynamique, ça fait partie du jeu. Mais moi, je suis d'accord avec Benoît. Perso, ça, c'est des images qui me dérangent. C'est des images qui me dérangent. On est là, on voit Gaël qui est en plein milieu du 3e set. C'est un moment chaud. Il mène 3-2. Voilà, pour l'instant, il n'y a aucun ascendant de prix, ni pour l'un ni pour l'autre. Et pendant que Fritz, lui, se fait soigner le pied, lui, il va pouvoir discuter, essayer de trouver des solutions, parler tactique, peut-être autre chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, le tennis, c'est un sport. Alors, peut-être que ça doit être amené à changer et c'est un sujet de discussion et je pourrais l'entendre. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça fait un petit peu cette image, vous savez, on est dans une arène, on envoie 2 gladiators et les 2, bah voilà, ils doivent se battre l'un contre l'autre, il en restera qu'un. Ça enlève aussi la particularité, même si aujourd'hui la Coupe Davis, les matchs par équipe, etc., où il y a justement cet apport du capitaine, etc. C'est mon avis, ça c'est des images qui me dérangent. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je sais que c'est un sujet qui peut parfois diviser, on ne sait jamais. Ce fameux Holger Rune, déjà, il me doit 2-3 bonnes heures de sommeil. Parce que franchement, j'avais envie de taper une meilleure sieste après la petite nuit que je me suis envoyée. Mais je me suis quand même regardé le match d'Holger Rune et de Kekmanovic. Et je ne le regrette pas parce qu'il y a énormément de choses à dire. Vraiment. Déjà, Holger Rune, c'est un joueur clivant, qu'on le veuille ou non. J'ai l'impression un petit peu qu'on aime ou qu'on déteste. Il y a très peu de juste milieu avec ce joueur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait lever les foules. Moi, j'ai un match qui m'a marqué d'Holger Rune, c'est son match contre Cobolli à Roland-Garros, qui est exceptionnel. On est sur un joueur, vraiment, alors parfois ça peut arriver, mais il a ce truc en tout cas de ne rien lâcher pour se battre jusqu'au bout, même s'il donne l'impression que non. Et c'est ça un petit peu qui est un petit peu trompeur avec ce joueur, c'est que parfois on a l'impression qu'il est un peu en train de se bazarder, de râler à droite à gauche, mais il a tellement de qualité tennistique et il a tellement de ressources cachées qu'il est capable de renverser des matchs. Et regardez bien, là aujourd'hui il s'en sort contre Kekmanovic après être mené 2-7-1.
Et regardez, depuis le début du tournoi, pareil, il s'en sort au 5e set contre Zhang, il s'en sort au 4e avec un tie-break ultra serré contre Berrettini. Aujourd'hui, il s'en sort contre Kekmanovic après avoir été mené 2-7-1. On est sur un joueur qui alterne le très bien et le pas bien du tout. Pareil, c'est un petit peu comme je disais, soit on le déteste, soit on l'adore. Bah aujourd'hui, c'est un petit peu à l'image de son jeu. Soit Holger Rune joue extrêmement bien, soit Holger Rune ne joue pas du tout bien. Et on le voyait au 3e set, il y avait une stat qui est sortie qui était ultra intéressante, c'était les fautes directes. Kekmanovic était très équilibré, on devait être à 5, 7, 3, quelque chose comme ça. Et Rune au premier set, on était à 15 ou 16. Au deuxième set, on était à divisé par 2. Et au troisième set, on était reparti sur 15 ou 16. Bref, il alterne très bien, moins bien, très bien, moins bien, très bien, moins bien. Et c'est aussi ça qui fait son charme. C'est aussi ça qui fait son charme parce que aujourd'hui, si on regarde ses statistiques, Holger Rune, on pourrait croire que mine de rien, c'est un joueur qui fait énormément d'échanges, qui est très fort du fond du court, qui est très solide. Et loin de là, aujourd'hui, Holger Rune, c'est un joueur qui est très fort dans les filières courtes. C'est un joueur qui prend énormément de risques sur les 2 premières frappes de balle, service +1, retour +1, retour en l'occurrence où il a pris énormément de risques aujourd'hui. Parfois, ça donne n'importe quoi et puis parfois, c'est tennis champagne. Et c'est ça qui est hyper intriguant avec ce joueur. Quand on regarde les stats aujourd'hui d'Holger Rune, regardez bien, il a gagné 157 points, il en a gagné 108 entre 0 et 4 frappes. Il a gagné seulement 14 points de 9 frappes et plus. Et j'ai même envie de dire, alors qu'Ekmanovic en a gagné autant, mais j'ai même envie de dire qu'Holger Rune refuse l'échange, refuse le combat du fond du court. Et aujourd'hui, on a seulement 29 points qui se sont joués au-delà de 9 frappes sur un peu plus de 307 points. Moi, ça, c'est quelque chose qui me choque parce que clairement, il ne faut pas le prendre premier degré, mais j'ai l'impression que Holger Rune, plus l'échange dure, plus il fait n'importe quoi puisqu'il n'a pas de plan. Donc en fait, moins il faut réfléchir et meilleur il est, et plus il faut réfléchir et plus c'est dur. Voilà. Peut-être que c'est un petit peu réducteur, mais en tout cas, clairement, quand je me pose devant son match, je me dis « Waouh, il est capable de faire des trucs de fou ». Mais dès que l'échange s'installe, j'ai l'impression que ça y est, ça devient très compliqué. Il part très vite à la faute, il cherche très vite le long ligne. Pas évident. Puis après, quand on regarde ses autres stats, c'est du solide. Aujourd'hui, il fait 16 aces. Il sert plus vite en première, plus vite en deuxième que son adversaire. Et ensuite, on a quand même eu un match de qualité. Regardez le nombre de winners. 45 ici chez Kekmanovic pour seulement 26 fautes directes. On est quand même sur un très bon équilibre. C'est énorme. 19 coups gagnants de plus que de fautes directes. C'est énorme. Et Holger Rune, on est à 83 coups gagnants pour 55 fautes directes. Donc on voit qu'il a énormément tenté. Ça lui a réussi, ça lui a souri. J'ai l'impression quand même que 83, ça me paraît énorme. Mais bon, il a tellement tenté dans les premières frappes. C'est vrai qu'il le break dans la 5e manche, il envoie des coups droits croisés, mais exceptionnels. Il faut dire ce qui est. Et c'est un combattant. Hein. Et puis, techniquement, il s'arrache. Il a ce petit jeu aussi où il bluffe un petit peu son adversaire. Parfois, on le sent, il appelle un petit peu le kiné. Il est là, il met les mains sur les hanches. Et puis, le point d'après, il repart. On sent qu'il a déjà de l'expérience. Ça, c'est très intéressant aussi à suivre derrière son écran. Mais aujourd'hui, on voit ici 7 retours gagnants, moi j'ai l'impression qu'il y en avait plus. Comme ça, visuellement, je l'ai tellement vu agresser Kekmanovic qui a pas très bien servi. Hein. Kekmanovic, très clairement, 182 en première, c'est peu. 150 en deuxième, c'est peu aussi. Voilà, on va pas se mentir. On voit ses pourcentages au service, c'est pas fou. Donc Holger Rune, il a pu adapter sa stratégie aussi par rapport au faible service de son adversaire du jour, mais c'est une technique qui est très risquée. Et qu'est-ce que ça peut donner contre un Jannik Sinner, lui qui est capable d'être très fort sur les échanges de plus de 9 frappes? Ça, c'est l'interrogation. Parce que oui, on va pas faire la preview du Sinner-Rune, car oui, Sinner a gagné 3-7-0 cette nuit, donc on aura quand même une très belle affiche. Mais Sinner, lui, les échanges, ça lui fait pas peur. 1, physiquement, et puis 2, dans son plan de jeu, c'est quelque chose qu'il maîtrise à merveille. Il faut voir ses affrontements contre Daniil Medvedev. Il n'a aucun problème à tenir ses diags, à changer de trajectoire, à défendre, à faire les transitions. Donc j'ai du mal à imaginer Holger Rune pouvoir déranger Jannik Sinner en refusant autant le jeu. Alors peut-être que sur une stratégie ultra agressive, ça peut payer sur un match, sur une seule rencontre, ça peut être des one-shots. Mais en tout cas, ce plan de jeu ne me semble pas viable sur du long terme. Voilà, c'est mon avis. Après, clairement, Holger Rune, aujourd'hui, il est capable, il a le tennis pour jouer top 5 mondial. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il est capable aussi parfois de jouer top 60, top 70, pas loin d'un niveau top 100 parfois.
ce qui reste évidemment un très bon niveau de jeu. Mais pas pour un joueur qui veut s'installer durablement dans le top 10. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour être top 10, il faut avoir un niveau moyen très haut. Aujourd'hui, j'ai une petite comparaison à faire. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais moi, je trouve que Holger Rune et Arthur Fils, c'est un petit peu le même combat. Holger Rune, je le place quand même plus haut qu'Arthur Fils, avec un meilleur potentiel, puisque déjà, il a prouvé, il a remporté un Master 1000 en battant Djokovic en finale à Bercy. Et puis même, je trouve qu'il y a quand même un supplément d'âme, ces victoires en 5-7, ces victoires comme ça au forceps où il emmène le public et tout. Pour l'instant, chez lui, on en a vu plusieurs. Il a déjà été 4e mondial, ce qu'Arthur Fils n'a pas fait. Mais dans l'idée, on est sur deux joueurs qui ont un très gros potentiel, qui peuvent jouer un très bon niveau de tennis sur un match, sur 2 matchs, mais sur un tournoi entier, je pense que c'est plus compliqué et c'est là où il va falloir progresser pour le Danois. Un petit mot sur la dernière affiche que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Tien Moutet. Déjà parce que Corentin Moutet a fait un super premier set. Après, c'était un peu plus dur, mais c'est normal. Aujourd'hui, c'était dur car le Français, il l'a dit en conférence d'après-match. Il a fait un malaise dans sa douche 45 minutes avant le match. Donc forcément, il n'est pas arrivé dans les meilleures conditions possibles. Durant la partie, on le sentait que c'était un petit peu compliqué par séquence physiquement. Mais en tout cas, donc voilà, déjà, Corentin Moutet, chapeau. Chapeau de ne pas avoir abandonné. Et il en parle juste ici, après on reviendra sur Tien. Il dit « Parce que je m'entraîne dur toute l'année pour vivre ces moments-là, si je suis sur ce cours aujourd'hui, c'est justement parce que je n'abandonne pas quand d'autres le feraient. Il m'a battu, il a été meilleur, mais jusqu'au bout, j'ai donné ce que j'avais. C'est le sport. Très fair play. Bravo Corentin. » Et oui, c'est une force de ne pas abandonner. Il faut juste faire attention pour son organisme pour pas éventuellement aggraver la blessure. Moi, je voudrais revenir sur Lorner Tien. Mon coup de cœur. Mon coup de cœur de cet Open d'Australie. Franchement, tactiquement, techniquement, mais c'est impressionnant. Franchement, moi, ce joueur, je suis complètement fan. Il arrive à optimiser ses qualités à lui, son tennis à lui. On est sur quelque chose. Je vais faire un rapproché très rapidement. On est sur des mêmes gabarits, Moutet, Hugo Gaston, Lorner Tien, tous ces joueurs-là. Mais en fait, là, on est sur un joueur, j'ai l'impression, qui arrive quand même à développer plus de puissance, que je trouve quand même ultra rapide, ultra malin dans sa façon d'utiliser les angles. Il a une façon de masquer ses longues lignes en coup droit. Il est capable de t'enfermer avec la patte du gaucher. Il est capable de trouver le court croisé et parfois de partir longue ligne parce que sa technique lui permet. Il a une technique très propre. Vraiment, c'est super agréable à regarder. Et puis même, on sent qu'il y a un petit truc en plus. Sa déclaration, j'en avais fait un réel contre Medvedev où il dit qu'il avait envie de faire pipi. Donc, il a un peu laissé passer le 4e set. Il y a un vent de fraîcheur. Il y a un vent de fraîcheur et ce joueur vraiment m'intéresse énormément. J'ai hâte de voir la suite. On verra contre Sonego. Personnellement, c'était mon favori contre Moutet et dans cette partie de tableau avec Sonego avant, je l'espère, de perdre contre mon fils. On verra, mais en tout cas à surveiller de très près dans cette saison parce que cette nouvelle génération emmenée par des Tien, Fonseca, Mensik, etc. me plaît beaucoup. Voilà globalement les 3 matchs que j'ai regardés parce que voilà, c'est dur de tout regarder, il faut faire des choix. Il y en a d'autres que j'ai regardé d'un œil, mais c'était compliqué de se focaliser sur un petit peu tout. J'aurais aimé regarder un petit peu plus le Shelton Musetti. Voilà, Sinner, je me doutais que ça allait faire 3-7-0, donc je ne me suis pas penché sur le sujet. Il y a quand même un résultat qui m'intéresse, c'est le Mikkelsen qui met 3-7-0 à Khachanov. S'il y en a qui ont vu le match dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qui s'est passé, parce que j'ai lu des trucs sur les réseaux, etc. Mais en tout cas, ce joueur m'impressionne, parce que j'ai vu un petit peu ses matchs précédents. Aujourd'hui, il met 3-7-0 à Karen Khachanov. C'est fort. Franchement, chapeau. 2 minors qui assurent l'essentiel et qui se qualifient. Donc voilà, on a quand même globalement les favoris qui tiennent leur rang, mis à part Tyler Fritz. Et c'est pour notre plus grand bonheur avec Gaël, mon fils. On va regarder ce qui se passe. Ça y est, hein, on commence à réduire. Jour après jour, le programme se réduit. On rétrécit. On a seulement 4 matchs. Mais au moins, on va gagner un petit peu en sommeil parce que les matchs commencent à 5 h du mat'. J'en avais marre de mettre le réveil à 3 h, je vous cache pas, ça devient compliqué, j'ai les yeux qui piquent. Vite, je vais terminer cette vidéo parce que j'ai envie d'aller faire un petit somme. Mais très rapidement, voilà, on a Fokina contre Tommy Paul. Tommy Paul, on n'en a pas encore trop parlé. Fokina, est-ce qu'il est capable d'enchaîner sur sa dynamique après avoir gagné 2 matchs en 5-7? On verra. Draper, est-ce qu'il va être cuit ou pas? C'est la question. Est-ce qu'on peut avoir un match? C'est tout ce qu'on aimerait, un match contre Carlos Alcaraz. Hugo Humbert pour prendre sa revanche de Bercy face à Alexander Zverev. Il l'a déjà battu, il le sait, donc il peut le faire. Et puis le Lehečka Djokovic.
je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien, je ne me prononce plus sur Novak Djokovic. J'ai déjà fait l'erreur. On verra bien ce qui se passe. En tout cas, comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, lâche ton meilleur pouce. Ça m'aide énormément. Vraiment, il y a énormément de soutien dans cet Open d'Australie. Donc, je vous remercie énormément. C'est toujours un plaisir d'échanger tennis avec vous. Et nous, on se retrouve très vite.